Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la ville durable en Afrique. Nous en parlons avec Bougrain Doumong, socio-ingénieur. Monsieur Doumong, on en parlait en première partie. Comment naît et se manifeste le phénomène urbain? Le phénomène urbain naît des conditions avantageuses en ville. En ville, nous avons des espaces, des infrastructures, des services sociaux de base, nous avons des équipements collectifs qui contribuent justement à faire de la ville un espace de vie qui est considéré par tous les autres qui vivent dans des milieux reculés, dans des milieux de moindre qualité de vie, comme étant les milieux idéaux. Et donc, cet avantage-là que les villes ont entraîne justement un goût pour l'urbain, un goût pour la ville et peut-être aussi une idéalisation de cet espace qui concourt justement à alimenter le phénomène d'exode. Et donc, au final, on en arrive à voir des personnes qui se déploient sur les routes de l'exode à la recherche justement de cet idéal que la ville offre. Et si la ville l'offre, c'est bien parce que à la base, c'est l'économie, c'est l'activité économique qui permet de dynamiser cet espace-là et de créer au final des conditions de vie qui soient vraiment favorables. Et le fait que l'exode se déploie de cette façon contribue justement à agrandir le poids démographique des espaces urbains. Et ce poids démographique représente également un poids politique parce que les personnes, les citadins finalement, ont voix au chapitre et ont capacité d'influencer la décision. Et donc, finalement, cela entraîne un nouvel avantage urbain qui entraîne de nouveaux attraits et qui suscite un exode dans une logique et dans une boucle qui est auto-entretenue. Alors, on parlait de conséquences sur nos villes, c'est-à-dire comme point d'arrivée de ces flux migratoires. Est-ce qu'il y a aussi des conséquences au point de départ ? Effectivement, parce que quand on prend par exemple le cas des personnes qui quittent les milieux ruraux qui sont généralement des milieux principalement agricoles, ces personnes partent en ville à la recherche d'un mieux-être et laissent sur place des personnes beaucoup plus âgées qui en général représentent une force beaucoup moins productive. Et de fait, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations où la ville ne répond plus véritablement à leurs attentes, les conséquences se ressentent très vite dans les milieux, dans les espaces de départ parce qu'ils ne sont plus en mesure de supporter la vie et d'aider justement les familles laissées sur place à pouvoir répondre à leurs besoins et à vivre de façon décente. Et donc, le niveau de paupérisation commence par s'élever et les espaces ruraux, les espaces de départ finissent par tomber dans la précarité. Donc ça sont les principales conséquences. La ville durable. La question que j'ai envie de vous poser, quel avantage offre-t-elle au point de concentrer aujourd'hui toutes les attentions ? La ville durable représente de nombreux avantages, de très nombreux avantages, parce que en la concevant, on conçoit déjà l'humain dans son espace. Et l'humain ici est une mesure essentielle. Pourquoi ? Parce que c'est à son échelle que tout peut être défini, que tout peut être implémenté. Dans une logique de ville durable, on pense d'abord à la densité de l'habitat. On pense à des personnes qui vivent dans un espace où la mixité, à la fois sociale mais également fonctionnelle, est à l'œuvre. On pense au recyclage par exemple et au traitement des déchets parce que les hommes par nature produisent des déchets qui finissent par encombrer et qui remettent en cause la salubrité de nos cités. Le traitement de ces déchets permet d'apporter de la salubrité, d'assainir les villes et derrière de permettre aux personnes d'être en meilleure forme, en meilleure santé. À côté de cela, on peut imaginer aussi le cadre avec la mobilité parce que les personnes se déplacent. Quel genre de mobilité on peut implémenter au sein d'une ville durable? C'est ce qu'on appelle en général les types de mobilité douce, mais qui s'adossent aussi en Afrique à des considérations d'ordre culturel qu'il faudrait pouvoir dépasser pour pouvoir les implémenter. On pense aux questions également de modularité, à l'inclusion du numérique et justement à tout un ensemble d'ingrédients qui permettent de déployer un espace. Et peut-être aussi à l'innovation.
justement, la question de l'innovation tient tout son sens. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, les déchets qui sont produits, on pourrait éviter d'en produire davantage en réinventant de nouveaux objets, de nouveaux produits grâce aux déchets d'autres produits. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans le cadre du bâtiment, avec des matériaux agro-sourcés, par exemple, qui sont issus de déchets agricoles. Je prends l'exemple des balles de riz, sur lesquelles je travaille personnellement. Les balles de riz sont généralement jetées ou brûlées, donc polluent dans les deux cas, et trouvent une nouvelle vie dans le bâtiment sous diverses formes, et apportent le confort, justement. Alors, un défi auquel les villes sont confrontées en Afrique, c'est le problème de l'assainissement. Tout à fait. Alors, comment résoudre cette équation qui semble être à plusieurs inconnus? C'est une équation à plusieurs inconnus, vous faites bien de le dire, parce que la question de l'assainissement implique la question du cadre de vie. Et moi, je pense qu'au-delà des mesures qui sont prises et des difficultés d'ordre inertiel qu'on peut rencontrer dans le fonctionnement même de la gestion de l'assainissement, ce qui est l'élément essentiel, c'est la compréhension justement de cette notion de cadre de vie par les personnes. D'où la nécessité de réinventer peut-être la question même de la sensibilisation, parce que après autant de décennies de travail, on se rend compte que les résultats ne sont toujours pas là. Il est temps de repenser ces modèles et même peut-être d'envisager les états généraux de la sensibilisation sur ce genre de questions. Mais cette sensibilisation, je le dis, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui détermine la capacité de l'humain à penser son espace et à agir sur son espace. Au-delà des infrastructures que je considère comme relevant du domaine de l'État et du domaine des collectivités, c'est le comportement humain qui détermine la salubrité de l'espace et la capacité justement à se mouvoir dans un environnement qui soit sain, qui soit propre. Vous pensez qu'on peut maîtriser le comportement de l'humain ? C'est une question qui est tout aussi vaste, mais je pense qu'une sensibilisation bien pensée avec des logiques d'influence peuvent amener à la prise de conscience. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas du tout évident parce que l'homme est complexe et il faut donc comprendre et adapter en fait des mesures aux localités, au type de personnes qui sont là-bas, à leur culture, etc. On ne peut pas concevoir en amont une logique de sensibilisation et une logique qui consisterait par exemple à déployer un message sous diverses formes et le faire tout le temps de la même manière en espérant que les résultats soient au rendez-vous au final. Ça ne marche pas. Il faut finalement en arriver à adapter le message à ceux qui le reçoivent. Et adapter le message à ceux qui le reçoivent, c'est déjà comprendre qui sont ces personnes, comment elles se meuvent dans leurs espaces, quelles sont les considérations d'ordre sociologique qui peuvent les amener progressivement à changer de comportement, mais cela relève d'un parcours qu'il faut savoir définir à la base et mettre en œuvre. Est-ce que sur le continent africain, il y a des villes qui font figure de villes durables, modèles, et dites-nous, qu'est-ce qui a pu réussir là-bas et qui n'arrive pas à l'être ailleurs ? Vous savez, il y a des modèles d'éco-quartiers. Zenata, par exemple, en Algérie. On a des modèles de villes aussi, comme Diamniadio au Sénégal, qui ont pour vocation à aller vers des tendances de ville durable. Mais la ville durable représente un certain nombre de défis quand même. En général, on l'approxime beaucoup à des questions de ville verte. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas justement de cela. C'est d'abord le bâti. Quel est le type de bâti qu'on a? Quelles sont les consommations énergétiques? Comment est-ce que ce bâti peut se déployer dans une logique de densité et d'optimisation de l'espace? Parce que la gestion des espaces et des sols est tout aussi importante. Comment est-ce qu'à travers cela, on peut penser les déplacements? Comment est-ce qu'on peut penser, par exemple, la mobilité des personnes? Quel type de mobilité s'adapte? Déjà, cela nécessite la compréhension des pratiques de mobilité. À côté de cela, il faut également revenir sur un certain nombre de notions clés qui sont liées justement à la salubrité des cités, qui sont liées à la conception de l'environnement comme étant un espace justement de vie et donc un espace sur lequel l'humain agit avant tout. Seulement, moi je pense que la ville est un projet collectif, donc c'est un projet qu'il faut construire. Un modèle de ville en bonne et due forme présenté comme étant une ville durable, je n'y crois pas. Je pense que la ville est une dynamique qui raconte des destins qui arrivent et qui y périssent. Et donc, de pouvoir engager des personnes dans cet espace-là, à le concevoir en associant les ingrédients principaux qui font cette ville, ça j'y crois. Parce que à la base, la ville est mutante, aussi mutante que les individus qui arrivent et qui y partent, enfin qui s'en vont de là. Donc lorsqu'on regarde tout ceci, je préfère dire que ce qui marche, c'est l'association des ingrédients, c'est l'association de l'humain à la conception justement de l'espace et
la logique d'ensemble qui veut que pour atteindre un objectif, il faille se mettre au même niveau et avancer dans la même direction tous ensemble. Monsieur Doumon, quand on parle de ville durable, on évoque aussi des bâtiments intelligents. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes dans la bonne dynamique? Tout à fait, parce que de toutes les façons, les technologies font le monde et les technologies vont continuer à être croissantes et à définir en fait la qualité de vie et la manière justement de concevoir le bâti. Et aujourd'hui, au-delà des aspects qui consistent à penser la durabilité des bâtiments, c'est aussi les systèmes qui les accompagnent et dans les systèmes, on peut parler aussi de tout ce qui concerne la domotique, donc avec tous les types d'appareillages qui consistent à faciliter la vie. Cela, c'est une tendance qui a cours en Afrique. Une tendance qui est extrêmement évolutive et dont on ne pourra pas du tout se passer. Maintenant, il faut penser au cadre et à la manière justement d'implémenter ces solutions. D'abord, il faut que les solutions puissent être pensées de façon locale et pour être dans une logique de ville durable, il faut penser aux impacts justement de ces solutions sur le climat et sur le bâti en lui-même et sur son environnement. Penser ces impacts, c'est peut-être penser qu'il faut réduire les chaînes de valeur, les remettre à des échelles beaucoup plus locales et peut-être même exploiter des déchets. Et il y a des logiques comme celle de WayLab, par exemple, qui est un projet de l'Africain de l'architecture à Lomé, qui consiste à penser en fait la capacité des personnes à agir sur leur espace à travers le recyclage de déchets, à travers l'inclusion numérique et sur un espace d'environ 1 kilomètre. Et ça, ce sont des modèles qui peuvent être implémentés à l'échelle de la ville, mais également à l'échelle du bâtiment, pour peu que des personnes qui habitent ces espaces-là et qui vivent ces ambiances, vivent ces bâtiments, veuillent aller dans cette logique-là. Moi, je pense qu'il faut surtout promouvoir en fait le dynamisme des modèles. Et quand les modèles commencent par se représenter comme étant de véritables exemples de bâtiments intelligents et de bâtiments durables, ils peuvent désormais être dupliqués avec des accompagnements qui permettraient justement de les démocratiser, de faire en sorte que la ville ou le bâtiment soit intelligent, mais intelligent de façon locale, parce qu'au-delà des systèmes, il raconte avant tout les individus qui le conçoivent. Alors, dans un pays comme le Togo, le foncier cristallise les débats. Dans quelle mesure ce secteur peut-il contribuer à la réalisation de ce rêve de construire les villes durables en Afrique? Vous faites bien de poser cette question parce que les villes durables ou la ville de manière générale, comme je le disais, est le fait des migrations. Et j'ai évoqué le lien entre les migrations et le déploiement de l'habitat précaire, lequel interroge même la question du logement, laquelle est elle-même liée et s'adosse facilement à des questions d'éducation en Afrique, à des questions de santé aussi. Mais qui dit logement dit également foncier. Et on sait qu'en Afrique, comme disait Raymond Verdier, la terre se parentalise et la parenté se territorialise. Nous sommes finalement dans une logique où on a des systèmes de gestion qui s'entrecroisent et qui posent un certain nombre de problématiques. Et donc, il faudrait justement repenser également ce cadre-là en associant les parties prenantes parce que le foncier s'adosse à la question de la gestion des espaces. Et maîtriser le foncier, c'est maîtriser aussi le déploiement de l'espace et le déploiement des villes. Donc contenir l'étalement urbain, promouvoir la densité et de ce fait contribuer justement au développement de la ville durable. Donc deux choses. D'abord, comprendre en fait comment est-ce que les différents systèmes de gestion du foncier entre le régalien et le traditionnel peuvent vivre ensemble. Il y a des théories, par exemple, un certain nombre d'auteurs, de chercheurs ont promu le système traditionnel comme étant beaucoup plus équitable pour l'Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, l'État existe et il ne faut pas le négliger. Il a pour vocation à contenir en fait le développement de cet espace-là. Donc il faut être dans des logiques discursives qui vont mener à proposer des solutions, lesquelles ne sont jamais finies, lesquelles ne sont jamais figées, mais qui ont pour vocation à évoluer. Et d'un autre volet, d'un autre point de vue, il faut être en mesure justement de concevoir le lien entre le foncier et le logement, y compris sur les aspects qui sont liés au coût, parce qu'on sait bien qu'en Afrique, c'est un véritable sujet. Et lorsqu'on arrive à penser tout cela et à déployer des projets comme des projets de logements sociaux, on est en mesure de véritablement agir sur la question de la ville durable à travers le foncier étant lié au logement. Alors, les villes existent déjà, elles ont été créées dans des conditions peut-être que vous connaissez, avec les défis dont on a parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier le tir? Est-ce qu'il faut repenser
repenser nos villes en créant d'autres villes durables ailleurs, ou comment rectifier le tir, M. Doumong? C'est vrai qu'il n'est pas évident d'agir directement sur des villes anciennes comme les capitales que l'on a en Afrique par exemple, mais il est possible de rectifier justement. Je pense que rectifier, c'est d'abord dépoussiérer les plans d'urbanisme. À la base, ils ont été conçus et adaptés à des modèles qui n'étaient pas les nôtres et qui font que justement nous avons des schémas qui ont été déployés et parfois on s'est rendu compte que les villes ont dépassé les limites qui à la base étaient définies par ces schémas. C'est pour ça que j'évoquais tantôt la nécessité pour l'État de clarifier les limites de l'urbain et de les définir pour pouvoir agir en conséquence. Et une fois qu'on commence par considérer cela, on comprend très vite qu'il y a nécessité justement de partir de cette définition de l'urbain pour agir au niveau local sur la manière dont l'habitat se déploie. Et cela ne pourrait se faire que si on légifère. Et légiférer, c'est réinventer l'urbanisme à l'aune des enjeux mondiaux, les enjeux migratoires, les enjeux climatiques, etc., pour pouvoir l'augmenter. Et c'est en l'augmentant justement qu'on peut concevoir le développement urbain dans une logique de long terme et peut-être agir sur les villes avoisinantes. Je ne crois pas que concevoir de nouvelles villes comme étant des espaces conçus comme les modèles idéaux soit la solution. Je pense que l'urbanisation se déploie en Afrique dans une logique extrêmement frénétique. Aujourd'hui, nous sommes 1,3 milliard d'habitants sur le continent africain, 17% de la population sur 22% des terres. En 2050, un Africain sur 4 sera africain. En 2100, un Africain sur 3, voire un terrien sur 3, voire un terrien sur 2 sera africain. Donc c'est dire si la dynamique démographique est costaude et l'urbanisation qui s'accompagne nécessite justement qu'on commence par penser en fait le développement des villes secondaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que la majorité des personnes se déplacent vers des villes principales et des capitales. Seulement, Jean Viard disait que les métropoles ont mis le feu et capté la lumière. Tout simplement parce que le développement des villes principales, louable à tous égards, ne s'accompagne pas toujours d'un impact positif sur les villes secondaires avoisinantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ces prévisions démographiques dont vous venez de faire cas vous inquiètent quant aux défis urbains africains? Tout à fait. À partir du moment où les villes s'étalent, où les pressions migratoires sont incontrôlées, il devient difficile de penser l'urbain dans un espace qui n'est même pas défini ou qui n'est pas compris. Pourquoi je dis pas défini? Parce que déjà, la ville n'a pas de définition consensuelle en Afrique, mais surtout, on se rend compte très vite, et il y a des cas dans nos pays, il y en a dans d'autres pays que j'ai rencontrés, où l'urbain finit dans son étalement par dépasser les limites de base qui avaient été définies par les premiers schémas directeurs. Et donc, il devient important, étant donné que la ville est alimentée par l'immigration, de développer ces villes secondaires-là, conçues comme des espèces de sas qui ont pour vocation à absorber une partie du flux migratoire et à développer en fait ces localités, le but étant de garantir des conditions de vie suffisantes et agréables pour les personnes qui y vivent pour freiner le phénomène urbain. Et à partir de ce moment, on est en mesure de mieux clarifier, de mieux gérer l'espace urbain, l'espace des différentes villes, en prenant en compte les considérations locales. Alors, on va terminer cet entretien avec cette question qui est peut-être personnelle. Alors, Monsieur Doumong, vous vous définissez comme étant un socio-ingénieur. Tout à fait. J'ai envie de savoir, le socio-ingénieur est-il architecte ou urbaniste ? Non, le socio-ingénieur n'est ni architecte ni urbaniste, il est simplement ingénieur et il pense que sa contribution en tant qu'ingénieur doit davantage se répercuter sur la société, d'où cet assemblage de mots et qui consiste justement à mouvoir en fait une dynamique qui apporte la contribution de l'ingénieur dans le développement de l'urbain et dans le développement du bâti notamment. C'est également pour moi une manière de lutter contre l'idée qui veut que pour penser ou pour simplement parler de ville, il faille être architecte ou il faille être urbaniste. Je ne conçois pas cela comme étant une solution parce que la ville est dense, parce que la ville est multiple, parce que la ville est diverse et que la qualité de citadins ou simplement de citoyens confère de fait aux différentes personnes qui vivent l'espace urbain la capacité de s'exprimer. Et s'exprimer pour moi, c'est être le socio-ingénieur dont je me réclame. Merci d'être passé sur ce plateau Bougrain-Doumong. Merci infiniment. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.